Tout est possible. Il suffit d'y croire. Et c'est pas une question d'argent. J'avais pas un sou. Je vous ai dit, j'avais pas de quoi nourrir mes enfants. J'ai eu une vie extraordinaire qui n'a pas été donnée au commun des mortels. Donc, je dois en être digne. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Et mon père m'a donné un conseil au moment où je le quittais sur le quai de la Goulette à Tunis. Il m'a dit, mon fils, j'ai été éduqué du mieux que j'ai pu. Je te donne un conseil. Ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu, qu'il soit chrétien, juif, musulman ou autre. Ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, fuis-le comme la peste. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, Tawfiq. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour Vous en- commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, ça va être très simple. Je suis Tawfiq al-Mathlouthi, un natif de Qala Kbira qui se trouve dans le centre tunisien près de Sousse. Il y a 63 ans de cela. J'ai fait mes études primaires et secondaires en Tunisie. Et après, j'ai quitté ce beau pays pour rejoindre l'université d'Assas à Paris en 77. D'accord. Est-ce en quelques grandes lignes, vous pourriez présenter votre parcours? Je ne sais pas si on peut appeler ça un parcours, mais plutôt une expérience de vie pour moi, Mhm. puisque avant d'arriver plutôt en France, j'étais déjà engagé dans beaucoup d'activités parascolaires, je dirais. J'étais dans les organisations de jeunesse, j'ai touché un peu au théâtre, même au cinéma. J'ai participé à la coécriture d'un scénario et à la co-réalisation d'un film qui fustigeait l'occidentalocentrisme de Bourguiba dans sa politique pour la Tunisie, entre guillemets, moderne, qu'il appelait de tous ses voeux. Et j'ai également écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées au théâtre municipal de Sousse. Par la suite, je me déplace vers la France et qui était en pleine effervescence sur les questions immigrées, qui m'ont immédiatement touché et qui m'ont intéressé parce que moi-même je l'étais. Et c'était l'époque où Giscard d'Estaing était président et il avait proposé l'idée de l'insertion dans la société française ou le retour dans le pays d'origine. On commençait déjà à cette époque-là à inciter les gens à repartir chez eux. Et en vérité, le mot insertion était blessant parce que c'était plus l'assimilation à la société française et la perte de la culture musulmane qui était plus mise en exergue que la véritable insertion dans une société. D'accord. Donc vous êtes impliqué très rapidement dans ce qui est, comment on peut appeler ça, Non, dans l'activisme. l'activisme politique, parce qu'il s'agit de nos droits en tant qu'immigrés dans ce pays et en Europe. Par la suite, ça va être nos droits de citoyens, puisque beaucoup d'entre nous sont devenus français par la suite. Mhm. Et on a fait en fait que répondre aux chers vœux de Giscard d'Estaing de nous insérer. Donc, Mhm. qu'y a-t-il de meilleure insertion que d'être citoyen du pays qui nous accueille? Sauf que avant tout cela, je suis passé par plusieurs étapes. J'étais réceptionniste de nuit dans un hôtel et ça m'a permis de rencontrer, c'est le hasard de la vie entre guillemets, pour nous c'est le destin, de rencontrer plusieurs personnalités importantes, dont une qui a marqué ma vie, c'est Dulcie September, qui était une figure importante de l'ANC de Nelson Mandela et qui était à l'hôtel et elle m'a initié très vite au problème de l'apartheid et comme j'étais déjà très sensible à la question palestinienne et un des militants, donc j'ai trouvé une grande similarité. Elle m'a expliqué les liens d'ailleurs physiques réels qui existaient entre l'entité sioniste et les autorités de l'apartheid et j'ai commencé une véritable activité pour le droit à l'autodétermination des peuples et à militer activement en France jusqu'à la création de ma première radio FM en France avec deux concitoyens tunisiens. Et on avait fait ça en tant que radio libre non autorisée à l'arrivée de François Mitterrand. Cette radio fut dans un local squatté au-dessus du 115 Boulmiche à Paris, au-dessus du restaurant universitaire musulman.
Et c'était avec les moyens du bord, c'était du bidouillage, mais elle a réussi à s'imposer parce qu'elle défendait de vraies causes et que les auditeurs qui nous écoutaient s'intéressaient vraiment à ce qu'on présentait, à ce qu'on faisait. Et une chose qui me fait toujours sourire, c'est que sur cette radio non autorisée, nous avons réussi à interviewer et à inviter dans ce local squatté plusieurs ministres en exercice à l'époque. Mhm. Dont, dont à la fin de la période les débuts de la cohabitation, le ministre de l'Intérieur lui-même, Charles Pasqua, était invité dans ce local squatté et sur une radio non autorisée. Il y avait Pierre Jox également qui était venu. Pourquoi Pierre Jox et Pasqua? Parce que, comme vous ne l'ignorez certainement pas, ce sont pas seulement des ministres de l'Intérieur, mais les ministres chargés du culte dans cet État laïque qu'est la France. Donc, comme nous, on nous pointait du doigt déjà à l'époque la question de l'islam, il était tout naturel d'inviter ces deux ministres en charge de ces questions et surtout deux ministres qui ont essayé de créer le premier, le Conseil représentatif des musulmans et le second, le Conseil consultatif des musulmans de France. Mhm. Donc ça témoigne un Et, peu de l'influence que vous avez réussi à créer avec ce média. tout à fait. Et il s'est imposé très vite. Par la suite, nous avons été interdits d'émettre et les CRS sont venus nous prendre l'émetteur, mais ça ne Mhm. nous a pas arrêté. On a recommencé ailleurs et l'aventure ne s'est jamais arrêtée. Elle a duré 30 ans Mhm. jusqu'à l'avènement en 92 par une radio autorisée qui est Radio Méditerranée et qui a duré 18 ans jusqu'à sa fermeture en 2007 par Nicolas Sarkozy pour trouble à l'ordre public, justement parce qu'on était la radio la plus écoutée pour la cause, pour la défense de la cause palestinienne. D'accord. C'est légal ce qui fait, si c'est, comment on peut fermer une radio? Si le président pense que elle cause des troubles à l'ordre public, il a le droit, mais c'était pas légal. Nous avons porté plainte et nous avons gagné notre procédure 5 ans après, mais c'était trop tard parce Mhm. que Ouais, il y a plus de fréquence de libre. oui, le Donc mal était fait. voilà, tout à fait. Et nous sommes passés à autre chose. Et par la suite, je me suis impliqué dans un autre projet qui a été mené par des jeunes issus de l'immigration, des jeunes français. C'est le Mhm. projet de Oumma.com, le site d'information, puis la télévision Oumma TV. Et je participe activement jusqu'à ce jour dans ce média. D'accord. Ouma TV, qui est assez connu, oui. D'accord. Mais en parallèle, vous aviez commencé à travailler sur Mega Cola avant la fin de la radio? Euh, non, c'est la question. Il faudrait que je vous remercie d'ailleurs. Vous me donnez l'occasion pour expliquer le pourquoi de Mecacola. Mecacola n'était pas une finalité en soi. Mhm. J'ai été invité en 2002, si je ne m'abuse, oui, 2002, à Beyrouth pour une interview sur la chaîne de télévision Al-Manar qui appartient au parti Hezbollah au Mhm. Liban. Et lors de cette interview, c'était le lancement de la deuxième intifada. C'était au mois d'avril 2002. D'accord. Et au retour de cette interview à Beyrouth, je trouve un article sur un siège dans l'avion de la Middle East Airlines à côté de là où j'étais assis, Mhm. d'un journal bahreïni où il y avait marqué Zamzam Cola euh, ouvre tous les marchés du Golfe en protestation et pour marquer le boycott aux produits pro-sionistes. Et comme D'accord. j'étais un membre actif du mouvement de boycott en France, euh, dès que je suis arrivé en France, j'ai suggéré qu'on appelle la société Zamzam Cola pour faire rentrer ce produit et le vendre à travers des distributeurs maghrébins ou musulmans en France. Malheureusement, les membres n'ont pas apprécié cette proposition. Ils se sont dit, tu vas nous transformer en commerçants, ça nous intéresse pas. J'ai dit, mais Mhm. on est en train de pleurnicher pour trouver les moyens pour financer notre action et à quémander aux uns et aux autres, alors que là, on peut avoir un produit dont les bénéfices financeront l'association. Personne n'a Mhm. voulu cela de cette oreille-là. Et l'idée est partie de là. J'ai appelé Zamzam pour les représenter. Je vous la fais très court. Ça ne les intéressait pas. Et là, je me Mhm. suis énervé. Je ne peux pas sortir de Saint-Cyr pour faire un cola. Et Zamzam étant à la Mecque, j'ai pensé subitement à Mecca Cola. Mais en vérité, la finalité n'était pas la Mecque.
mais c'était la tribu amérindienne musulmane qui s'appelait Mecca et qui vivait et qui vit encore à Washington, aux États-Unis, et qui était spécialisée en pêche de baleines et qui ont été détenus par les pionniers blancs, qui est le premier acte terroriste. Je vous signale que 2002, c'est quand même un an après les attentats du 9 septembre 2001, et que les musulmans étaient sous une pression extraordinaire par les médias et les politiques dans le monde occidental, et que à ce moment-là, pratiquement beaucoup de musulmans rasaient les murs en France et ailleurs, comme si on était responsable des actes d'autres personnes. Je me suis levé, j'ai dit ça suffit, il faut se lever pour notre dignité, et il faut affirmer, nous ne sommes pas des terroristes. Le premier acte terroriste de masse a quand même été l'élimination et l'extermination des Amérindiens par les Britanniques qui sont venus pour coloniser et occuper ce qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique. Donc nous n'avons pas de à recevoir en tant que musulmans de qui que ce soit sur ce plan-là. Nous sommes plus la victime depuis le début de l'histoire que les criminels que l'on pointe du doigt. Voilà les vraies raisons de la création de Mecca-Cola. D'accord. Comment ça se passe en fait à ce moment-là? Honnêtement, quand j'ai commencé, c'était pour moi juste une idée, une simple provocation médiatico-politique. Ce n'était absolument pas dans mon esprit, dans le but de créer une marque ou de faire du commerce. J'ai été moi-même le premier surpris, puisque j'ai été appelé dès que l'information est sortie par un magazine français, un hebdomadaire français, qui a eu l'outrecuidance de faire un titre « Le cola d'Allah arrive en France », alors que au moment où il a fait son article, il n'y avait ni cola, ni produit, ni rien du tout, et en plus arrive en France alors que j'étais français et je vivais en France. Pourquoi arrive en France? Donc le CNN apprend l'information et me contacte. Quand CNN m'appelle, il n'y avait ni cola, ni bouteille, ni rien. Rien n'était fait. Il n'y avait pas de produit. D'accord. Et j'ai été obligé, le soir, avec mon épouse et ses cousines et les enfants, nous avons acheté plusieurs dizaines de bouteilles de cola Super U et nous avons fait des étiquettes vraiment presque à la main et nous les avons collées pendant toute la nuit. On a préparé, on a mis ça dans une boulangerie à côté de Radio Méditerranée du siège et on a invité CNN à passer et ils sont venus filmer. Et voilà comment ça s'est passé. Et dès que c'est parti sur vous aviez les bouteilles, mais vous aviez pas de. Enfin, le cola, il vient d'où? Je viens de vous dire, c'était des colas Super U, des colas mais Super. Même la boisson à l'intérieur, c'était pas votre cola. On n'a rien du tout. Il n'y avait pas de cola au moment où nous avons démarré Mecca-Cola. J'ai juste pris les bouteilles et rempli par des boissons, mais d'accord, ok. Tout le monde en parlait, mais elles n'existaient pas. C'est comme ça que c'est parti. Et à partir du reportage de CNN, les commandes ont commencé d'une manière incroyable. Et les gens couraient. Ils venaient, je n'oublierai jamais, des gens qui venaient de Corée, d'autres du Pakistan, d'autres du Japon, mais du monde entier, ça venait, d'Amérique latine, de partout. Et tout le monde voulait placer sa commande avant l'autre. Alors qu'il n'y avait pas de cola, rien du tout. Oui, non, mais après, bien évidemment, tout de suite après le reportage de CNN, j'ai été obligé de trouver le cola et d'aller trouver une usine en France. Juste une question, ils ont essayé de le boire pendant le reportage, ce cola, ou comment ça s'est passé? Non, ils l'ont pas vu parce qu'il a juste filmé des jeunes de la place des fêtes à qui j'ai demandé, en distribuant de l'argent, de faire semblant d'aller acheter le faux Mecca-Cola. Donc c'était une de toute pièce. Il n'y avait pas de produit. Et par la suite, c'est devenu le 3e cola au monde, tout de suite après Coca et Pepsi. Donc, vous voyez comme quoi, par la volonté et par la détermination, on peut vraiment arriver à partir de zéro. Un sacré coup de pub, quand même. Oui, tout à fait. Mais il y avait une idée derrière. Ce coup de pub n'est pas de manière spontanée. Il y avait un engagement. Et en fait, pourquoi Le Point a fait cet article? C'est parce que je préparais le site internet avant de préparer le produit et on a choisi un slogan qui disait
ne buvez pas idiot, buvez engagé. Et D'accord. au lieu que votre argent aille bêtement financer les guerres de l'Amérique, buvez d'autres produits qui, eux, peuvent aider les autres. Et il y avait, c'est ce qui a donné la colonne vertébrale de Meca-Cola, c'est l'engagement de reverser 10% de nos bénéfices nets pour les œuvres de l'enfance palestinienne et pour l'éducation en Palestine. Et ça a été réellement ce qui a allumé le feu de la célébrité de cette marque et de sa présence pendant des années et des années à travers la planète dans tous les médias. Et ce n'est pas exagéré, on est arrivé à être dans le livre de records comme the quickest corporate fame in the world. En 3 mois, on a fait le tour de la planète. Et pendant 2 ans, je n'ai fait que donner des interviews pendant 2 ans, mais vraiment sans discontinuer, donner des interviews sans relâche du matin au soir. D'accord. Entre l'interview avec CNN et les premières réelles ventes de Coca-Cola, il se passe combien de temps? Il se passe 3 semaines parce que le temps de faire le vrai design, le temps de trouver l'usine, de trouver le concentré, de le choisir, de le déposer. Donc, le premier camion a démarré 3 semaines après. C'est rapide, 3 Et semaines quand même. c'est très rapide, évidemment. J'avais fait 5 camions, ce qui pour moi était une véritable montagne et j'avais vraiment une peur bleue. Et c'est parti comme vraiment du petit pain, c'est parti à une vitesse extraordinaire. Et après, on était à la vitesse de 100 000 bouteilles par semaine. Mais normalement, quand on vend des produits enfin, de nourriture, il n'y a pas des contrôles qu'on doit faire avant, enfin, qui doivent être respectés, ils font des tests, non? Ah non, non, non. Là, j'ai fait appel à une usine très connue qui est à Cholet, qui est une des plus vieilles de France. Le concentré fabriqué en Belgique par celui qui fabrique pour Coca et ils ont toutes les normes ISO et tout ça. D'accord. Donc il y avait déjà toutes les normes, ok. Tout à fait, tout à fait. On a rajouté juste une seule norme et nous avons été les premiers à le faire. Nous avons fait le premier cola halal au monde. Avant, les musulmans buvaient du cola non halal. Et c'est grâce à Meca Cola et à son avènement que le cola est devenu un cola halal et surtout après le scandale que j'ai fait éclater à Lahore au Pakistan où j'ai annoncé que les musulmans buvaient du cola mélangé avec du porc. Et là, toutes les marques internationales ont été obligées de se mettre aux normes halal. Waouh. Comme quoi? Oui. Et du coup, après ça, tout le monde s'est mis à suivre cette norme. Ah, tout le monde fait du halal dans les pays musulmans. Par contre, je ne peux pas garantir que si vous buvez une autre marque en Occident ou même là où vous êtes, que vous buvez du cola halal. Et comment est-ce que vous avez su qu'il y avait du porc dans le coca? C'est le fabricant de boissons qui me l'a dit. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes musulman et vous savez qu'il y a du porc ici? Parce que Ah, justement, où je suis allé négocier avec lui pour mon concentré, d'accord. euh, invité à déjeuner et il avait pris une bouillabaisse, je l'oublierai jamais, et dedans il y avait du porc. Je lui ai dit, je suis désolé, vous êtes très gentil, mais je peux pas. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, il y a du porc. Mhm. Et là, il rire, il me dit, mais vous mangez pas de porc parce que c'est en morceaux et c'est physiquement devant vous du porc, mais vous le buvez sans réagir. Et comment ça, je le bois? Et là, il m'explique qu'il y avait de la gélatine de porc pour mélanger les huiles essentielles avec de l'eau. Il faut un émulsifiant. Et là, ce fut le choc pour moi. Bah oui, j'imagine. Mais du coup, en fait, quand vous avez décidé de créer Meca Cola, vous savez même pas que vous vouliez faire quelque chose de halal. Pas du tout. Pour moi, c'était d'office halal. J'ai découvert par la suite que non seulement il y avait de la gélatine de porc, mais en plus, il y avait de l'alcool à 1,6 ou 1,8% de volume, mais que c'était toléré par la plupart des scholars, des ulama musulmans. 1,8. Et oui, 1,6 à 1,8 Wow. Je de pensais que c'était volume. moins de 0,2 dans ces boissons. Ça a changé, en fait. Changé justement suite à la pression mise par Meca-Cola. Et donc maintenant, Meca-Cola, quand nous l'avons lancé, ce fut aussi un des éléments déterminants. Un, c'était halal parce qu'il y avait plus de composants animaux Mhm. et on a remplacé ça par la pectine ou par la gomme d'Arabie. Mhm. Et
Le deuxième élément, c'est que nous, on a fait en sorte, grâce à un process, qu'il n'y ait pas du tout d'alcool, mais des traces infimes d'alcool indétectables par les machines. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool. C'est quoi le Et rôle de l'alcool dans la boisson? non, c'est un alcool naturel, c'est pas un rôle. Ça veut dire qu'il y a fermentation. Et dans Ah, toute fermentation, il y a production d'alcool. Sauf que nous, on a trouvé le moyen, puisque nous, on n'a pas le volume des géants. On a le temps d'attendre. Donc, nous, quand on fait notre préparation, notre mélange, on attend à peu près 12 à 18 heures avant de commencer à faire l'embouteillage. On le laisse dans les cuves et dans des cuves ouvertes pour que la fermentation s'évapore. ok. Sauf que d'autres marques que je ne citerai pas n'ont pas le temps d'attendre. Ils mélangent et ils remplissent immédiatement. Ce qui fait la fermentation se fait en cours de route et se garde dans les bouteilles. Mais c'est pas intentionnel. D'accord. Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, parce que ça a coupé. D'accord. Voilà. Vous disiez c'est pas. C'est pas intentionnel, le fait qu'il y ait de l'alcool. C'est pas volontaire. Ce Oui. n'est pas voulu. C'est une conséquence de la fermentation. Sauf que, et on peut travailler dessus. Et aujourd'hui, dans les pays musulmans, ils exigent justement cette période Ça- d'attente pour qu'il n'y ait pas d'alcool. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est grâce à nous que toutes les marques ont été obligées de faire du halal. Et même les pays eux-mêmes ont pris conscience de ce problème. Parce que pour tout le monde, c'était une boisson non alcoolisée, donc halal. Ok. Donc là, vous êtes en 2002. J'avais mon équipe qui travaillait. Ça a avancé très très bien, sauf que nous subissions des pressions terribles en France. J'ai Mhm. été arrêté à prise, accusé de toutes sortes de choses complètement débiles, y compris de soutien au terrorisme à cause du soutien à la Palestine. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai quitté la France pour aller m'implanter à Dubaï. Et nous avons développé Meka-Cola à partir de Dubaï et de la zone France Jebel Ali. Mhm. Mais on ne sait pas que là-bas aussi, mais d'une manière beaucoup plus feutrée à l'anglo-saxonne, on était combattus jusqu'à ce qu'on nous oblige à quitter le pays 7 ans après. Donc, et c'est là où j'ai implanté Meka-Cola en Malaisie, où nous nous trouvons bien sans avoir un problème, sauf que les ennuis vécus en France et aux Émirats arabes unis ont fait que notre développement se fasse en dents de scie. Mhm. Euh, À Dubaï, c'était les mêmes ennuis qu'en France? C'était les accusations politiques? Pardon? Les ennuis que vous avez eus à Dubaï? À Dubaï, il n'y avait pas d'ennui direct, mais des petits blocages insignifiants, incidents. Par exemple, au port, retarder les choses ou bien au départ. Il y avait que des petites choses comme ça, mais pas des choses ouvertement. Et par la suite, ils ont répondu à l'appel de la Tunisie où il y avait un mandat d'arrêt puisque moi j'étais un opposant à Ben Ali Mhm. et j'ai été arrêté, soi-disant pour contrôle d'identité. Et j'ai été maintenu pendant 2 mois et 2 jours et 10 jours en prison pour vérifier mon identité. Je savais pas que ça prenait autant de temps. Voilà. Et après, on m'a demandé gentiment de quitter le pays parce que je leur causais des problèmes avec la Tunisie. Et c'est là où je suis parti en Malaisie. Mais on a atteint des chiffres importants quand on était là-bas. En 2005, on a atteint 1,5 milliard de litres. Et avant, on était à 1 milliard de litres par an, pas produits par nous directement, mais avec les franchisés. Et on Mhm. était arrivé à nous distribuer dans 64 pays à travers la planète. D'accord. Le départ de Dubaï nous a perturbés puisque on nous a tout bloqué, soi-disant pour vérifier si on ne finançait pas le terrorisme en Palestine et tout ça. Et ce blocage nous a fait perdre nos marchés et on a redémarré pratiquement de zéro à partir de la Malaisie. D'accord. Donc quand vous dites de zéro, c'est qu'il y avait plus d'usine, il y avait plus d'employés. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de bureau, il n'y avait plus rien. Je suis parti, moi, physiquement, réouvrir une société en Malaisie et reconstituer une équipe. Et aujourd'hui, de nouveau, nous recommençons à remonter. Et l'année dernière, on est à peu près 600 millions de litres. D'accord. Donc vous n'êtes pas revenu à votre maximum, mais vous vous y approchez petit à petit. On s'en approche et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'on n'a pas disparu.
malgré tous les bâtons dans les roues, mais Meca-Cola est toujours là. Et même avec un nouveau design et avec vraiment un marketing nouveau, nos slogans ont changé. Pendant le premier slogan, je vous l'avais dit, c'était ne buvez pas idiot, buvez engagé. Après, c'était The Taste of Freedom, le goût de la liberté. Et maintenant que la liberté a pris corps dans le monde arabe avec le printemps tunisien et avec les révoltes dans le monde arabe contre les dictatures, ce slogan, j'estime qu'il a été dépassé et nous avons changé vers Be Different. Nous ne voulons pas être dans le troupeau et Meca-Cola, c'est le symbole d'être différent. Les clients aussi sont les mêmes. Certains sont les mêmes, d'autres sont nouveaux. La seule chose où on n'a pas encore réussi à nous réimplanter, c'est dans tout le monde arabe, alors qu'au début de Meca-Cola, on y était partout. Et sur pression de Ben Ali, tous les pays arabes nous ont fermés l'un après l'autre. Et ils m'ont fait l'accusation que j'étais des frères musulmans, que je finançais le terrorisme, plein d'accusations fallacieuses. Et bien évidemment, le monde arabe est dirigé par des dictateurs. Ils ont tous répondu oui à leur confrère Ben Ali. Et nous avons perdu tous les pays arabes. Ils ont fait pression sur d'autres pays africains. Mais en Asie, là où nous sommes aujourd'hui, on prospère. Même on a ouvert l'année dernière en Mongolie. Je viens d'ouvrir à l'île Maurice, dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une trentaine de pays. Et là, ils sont pas touchables. En plus, les dictatures sont tombées. Donc, je ne désespère pas de pouvoir revenir dans le monde arabe. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est de nous implanter solidement dans les zones où nous sommes et consolider nos marchés pour ouvrir par la suite dans le monde arabe. C'est quoi vos plus gros marchés? C'est le Bangladesh, après c'est le Pakistan, la Malaisie, une partie de l'Indonésie, c'est également en partie, mais c'est un petit marché en Birmanie. Mais franchement, c'est pas vraiment un grand marché compte tenu de la situation des musulmans. C'est la Chine qui démarre. Donc voilà, notre présence en Asie est solidement ancrée dans ces pays-là. D'accord. J'aimerais revenir un petit peu sur vu qu'on avait à peu près les grandes lignes, sur les progressions depuis que vous êtes arrivé en France. Déjà, j'ai toujours un peu du mal à comprendre d'où vient votre engagement. Mon engagement, je vous ai dit, remonte à pratiquement à l'époque de l'adolescence. Au lycée où j'étais en Tunisie, il y avait des associations de soutien à l'OLP et j'étais vraiment très actif. Je collectais les dons et les aides. Je vendais les porte-clés, les kéfiers pour Fatah et tout ça. On était très engagés. On est sensibilisés quand j'étais en Tunisie aux questions des travailleurs avec les syndicats parce que moi je suis né avec l'indépendance. Donc la Tunisie moderne a grandi au fur et à mesure que je grandissais. La Tunisie a eu son indépendance en 56. Donc j'ai eu cette chance de grandir dans un pays qui se construisait. Et donc on nous apprenait tout. Et on s'engageait et on était très actifs et très heureux de pouvoir participer consciemment ou inconsciemment au devenir de notre pays. Sauf que moi, j'étais très conscient de cela et j'étais engagé, comme je vous ai dit, dans des organisations de jeunesse. J'étais chef de scout. Donc cet engagement, il est depuis le départ. Il n'est pas né en France. Et vos motivations, votre engagement, est-ce qu'il a évolué au fil des années? Dans quel sens? Vous engagez, par exemple, pour la cause des Palestiniens, pour la cause de plusieurs différents de peuples opprimés? Ça a été un leitmotiv permanent, au détriment de plusieurs intérêts économiques. J'ai énormément perdu. Radio Méditerranée a subi des pressions terribles et on était privé de toutes sortes de revenus publicitaires par des pressions des pays d'origine, mais également par les pressions internes de la France et du lobby sioniste français. Donc, on n'avait vraiment aucun revenu, ce qui avait obligé Radio Méditerranée à passer à des choses dont j'ai honte aujourd'hui, mais je n'avais pas le choix, et j'en avais même honte au moment même où ça se déroulait, à savoir la voyance pour financer la radio. Mais j'estimais que cette entorse à la morale de passer la voyance était insignifiante face au rôle que jouait Radio Méditerranée
pour éveiller les consciences des Français musulmans, des immigrés, et pour défendre leurs causes et pour défendre les causes des peuples opprimés à travers la planète. Et nous nous sommes occupés de plusieurs cas, y compris du Congo au moment de la guerre avec Kabila et Houphouët, avec toutes les causes. On n'a pas Radio Méditerranée était étroitement engagée avec la Bosnie. On n'a pas laissé une cause qui était présente qui n'était pas la nôtre. D'accord. En général, les gens s'engagent dans la protection d'un peuple, d'une communauté. Mais en fait, vous avez réussi pendant une période au moins, à écouter tout le monde, en fait, à vous intéresser à tout le monde, tous les peuples opprimés musulmans en tout cas. Non, pas seulement musulmans, tous les peuples opprimés. L'Afrique du Sud, c'est pas des musulmans. Et j'ai été décoré, et j'en suis très fier, et ça a été pour moi un moment indélébile de ma mémoire quand Nelson Mandela m'a reçu, m'a serré dans ses bras et m'a accroché un drapeau d'Afrique du Sud. Il m'a dit, je suis pas encore président, mais considérez cela comme la plus haute médaille d'Afrique du Sud. Vous avez tant donné pour nous. Pour moi, c'était un moment d'émotion incroyable. Donc moi, le but que je poursuivais à travers mes entreprises essentiellement médiatiques, et par la suite Meka-Cola, c'est une seule raison, c'est la défense de l'opprimé, quel qu'il soit. C'est pour cette raison que j'ai pu joindre différentes causes, parce que l'axe principal, c'est la défense de l'opprimé. Et nous avons combattu toutes les dictatures. Je me souviens de campagnes permanentes, par exemple contre la Tunisie, pas contre la Tunisie, contre le système et le régime tunisien, contre Hassan II. Il y a eu des tentatives d'assassinat, on m'a tiré dessus en sortant de la radio. Elle s'est logée dans le mur à l'entrée de la radio, je ne l'ai pas reçue dans mon corps, Dieu merci. À Saint-Denis, devant le siège de Meka-Cola, en sortant du bureau, il y avait deux chaînes de télé qui étaient avec moi, ils ont filmé la scène et le gamin qui m'a tiré dessus s'est enfui. Donc j'ai quand même subi énormément de pression, mais j'étais motivé par la défense de l'opprimé, parce que pour moi, c'est quoi être menacé quand d'autres sont torturés. En fait, ça dépassait votre peur. Moi, personnellement, franchement, je m'en foutais de ma personne. J'avais un engagement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et cette flamme est toujours en moi et c'est ce qui me motive jusqu'à ce jour. Je le dis, quand il y a une volonté, il y a toujours une solution. Et d'ailleurs, c'est vraiment le leitmotiv de Radio Méditerranée et de Meka-Cola. When there is a will, there is a way. Est-ce que votre foi a joué un rôle? Bien évidemment. C'est la base même de mon engagement. L'islam est là pour défendre l'opprimé. L'islam, les premiers qui ont adhéré à l'islam, ce sont les esclaves et les faibles de Koresh, ceux qui étaient opprimés par les seigneurs de Koresh. Donc, vous qui êtes Koreshi et un descendant certainement de la tribu de Koresh, non, pas du tout. vous devez le savoir. Allah, il a envoyé son messager pour la protection et la défense de l'opprimé. Je ne fais que suivre l'exemple de mon prophète. C'est ça le véritable islam. Ce n'est pas de faire les prières du matin au soir et de lancer la barbe jusqu'aux genoux en disant et en psalmodiant. Non, non, l'islam c'est l'action. C'est l'action contre l'oppression, contre l'injustice, c'est défendre le petit, le faible. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète, ça veut dire que en défendant les faibles, vous pouvez gagner le paradis. Oui. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé en France en 1977, il y avait quasiment pas d'islam en France. C'était pas très. Faire une chose, il n'y avait même pas, pratiquement pas une seule boucherie, par exemple, halal, ni rien. Moi, je me souviens très bien à l'époque, on allait dans les boucheries juives acheter de la viande cachère. Et le sujet du halal n'était pas du tout une question. Les mosquées, c'était pratiquement impossible à en trouver une. On trouvait une cave, on priait. Il n'y avait rien. C'est notre génération qui s'est battue vraiment pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Pas à égalité de droits, mais presque. Ça a été quoi? Parce qu'en fait, j'ai 25 ans, donc j'ai pas vécu tout ça. Comment ça a évolué en fait depuis l'immigration dans les années 60-70? Honnêtement, il y a eu un véritable travail de pédagogie qui a été fait à travers les médias libres qui ont été créés, parce que Radio du Monde Arabe n'était pas la seule et l'unique. Il y avait plusieurs radios. Il y avait Radio Soleil,
il y avait Soleil Ménilmontant, Soleil Barbès, il y avait des dizaines de radios à travers la France, à Roubaix, à Marseille, et toutes ces radios, sans que l'on se concerte ou l'on se connaisse, on allait tous dans un même sens. C'est nos droits, parce qu'on était inexistants. Mhm. On était transparent pour l'État français. Et Mhm. c'est grâce à ces actions, grâce à la société civile. Il faut pas l'oublier, les mouvements associatifs a été hyper important. Même si je ne suis absolument pas d'accord avec la politique de François Mitterrand, mais nous, en France, nous sommes redevables à l'ère Mitterrand parce qu'il a donné des droits et il a permis à notre communauté à commencer à exister et à être visible. Le droit de créer une association, par exemple, avant, c'était pas possible. Mhm. Avant de faire une société, il fallait passer par un Français. Il y avait plein de choses. Et Mitterrand a libéré tout ça et nous a permis d'être comme des citoyens. D'accord. Et à partir de là, on a commencé à réclamer nos droits petit à petit. Il y avait Mhm. aussi une réponse politique qui se faisait. Il y avait un livre de feu Bernard Stasi qui s'appelait L'immigration, une chance pour la France. Et c'était une réponse, d'ailleurs, à Valéry Giscard d'Estaing et à sa politique du retour. Ça veut dire que lui, Giscard, les années glorieuses étaient passées. Maintenant, on n'a plus besoin de cette main-d'œuvre et il faut qu'elle dégage. Et il a Mhm. commencé à donner des petites aides qui, en vérité, ne sont pas des aides, mais simplement le calcul d'une partie de la retraite et on se débarrasse de ces gens et qu'ils repartent chez eux, c'est bougnoul. Donc, c'était vraiment ignoble comme décision. Et il y a eu ce livre de Bernard Stasi qui a commencé à créer une conscience alors que c'était un centriste et non pas un homme de gauche. Et la gauche s'est greffée par-dessus. Après, il y avait Krivine avec sa Ligue communiste révolutionnaire et après, il y avait le Parti communiste. Donc, ça commençait à bouger. Et c'était, il faut dire, il faut être honnête, plus la gauche qui militait pour l'égalité de droit que la droite qui n'en voulait absolument pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait qu'il y a eu un avant et un après en termes d'islam en France? Ça a vraiment libéré la parole, vraiment libéré les droits des musulmans? Ou est-ce que c'est venu naturellement par petites étapes? C'est venu par petites étapes, mais il faut reconnaître de ma propre expérience, parce que j'étais au quotidien avec les radios que j'avais, c'est quand même une expérience de plus de 30 ans de médias en France. Mhm. Euh, c'est venu progressivement, mais c'est venu aussi par coup de manifestations, d'initiatives d'associations, comme la Marche des Beurs, comme d'autres actions. Tout ça, ça a pesé, tout ça, ça a apporté. Et la France mutait. Il y avait une réelle métamorphose de la société française, je vais vous le dire, par l'arrivée de la première génération des Français musulmans, les enfants des immigrés nés là-bas, et la deuxième génération, ce qu'on appelle les beurs injustement et d'une manière insultante pour moi, mais ça, ce fut l'événement marquant du changement de la société française, Mhm. qui a commencé à devenir une société multiculturelle et ce qu'on appelle le melting pot et la société un peu mélangée. Et beaucoup de Français ne voulaient pas voir ça, ne voulaient pas en entendre parler, mais la gauche l'a bien compris et en a profité parce qu'elle voyait un réservoir électoral pour elle. À ce moment-là, la situation des musulmans s'améliorait petit à petit. Oui, Euh, tout à Est-ce que, fait. avec les événements récents qui se passent en France depuis, j'ai envie de dire, depuis peut-être le 11 septembre, peut-être, est-ce que ça continue d'évoluer selon vous? Ça ne peut plus évoluer réellement négativement parce que la donne a changé. Nous ne sommes plus des immigrés. Et le Mhm. nombre de musulmans est plus important que le nombre de Français immigrés de la première génération, ou même de la deuxième. Donc là, il ne s'agit plus de droit d'immigrés, d'invités sur le sol français. Là, il Mhm. s'agit de citoyens français. Et d'ailleurs, par exemple, notre radio a joué un rôle très important dans cette prise de conscience et elle Mhm. était hyper engagée, contrairement aux 4 autres radios de Paris et d'Île-de-France, que ce soit Orient, Beurre ou autre, bien que Beurre ait une petite orientation. Mais Radio Méditerranée était vraiment le moteur de toutes les manifestations pour les droits. On était de toutes les manifestations qui se faisaient, on était à l'origine même. Et c'est ce qui s'est couronné par la suite par la création du parti politique, le Parti de la France plurielle. Oui, que vous avez créé. Tout à fait. Ça venait de votre initiative, du coup. C'était mon initiative.
Et c'était pour provoquer les partis politiques. Et c'était au moment des élections présidentielles, en mars 2001. On a lancé le parti le 31 mars. Et ce parti avait une vision très claire. Et on s'était associé à, j'ai oublié son nom, la femme politique des Antilles très connue qui était au parti des radicaux de gauche, Madame Christiane Taubira, voilà. Très Et bien. nous avons apporté un soutien très vif à Christiane Taubira. Et au deuxième tour, on a apporté un soutien clair et précis pour Jacques Chirac, dicté pas par la position de Jacques Chirac par rapport à nos droits en tant que Français musulmans, mais par rapport à la position du RPR de l'époque et de Jacques Chirac par rapport à la question palestinienne. Parce que pour nous, il y avait une graduation dans l'intérêt à défendre. Et pour nous, le premier intérêt indiscutable qui passe avant même nos droits, c'est la cause palestinienne. Et de ce fait, on a obtenu l'élection de Jacques Chirac. D'accord. Ce fut très important d'ailleurs. Et je tiens à rappeler que Léon Schwarzenberg, le professeur Léon Schwarzenberg, prix Nobel de médecine et ministre éphémère, ministre de la Santé sous Mitterrand, était membre de notre parti. Et nous avons conduit notre premier voyage à l'étranger en Irak, à Bagdad, pour soutenir l'Irak contre les États-Unis. Wow. Ça fait par hasard, mais vraiment, parce que c'est un hasard de calendrier. Notre voyage était décidé au mois de juin et nous partons en septembre. Et le 10 septembre, nous étions à Damas pour faire le transit pour Bagdad et on arrive le 11 septembre. Ils nous sont des frappes. Et c'est incroyable. Et au retour en France, on se fait arrêter pour nous dire comment ça se fait que vous étiez le jour du 11 septembre à Bagdad. Je dis, comment on ne savait pas, on n'était pas au courant. Mais on a été quand même un peu ennuyés pendant pratiquement 3 heures, moi et le professeur Schwarzenberg, par la police de l'air et des frontières. Et du coup, ce parti, vous l'avez arrêté quelques années après? Je ne l'ai pas arrêté, mais malheureusement, ceux qui ont pris la suite n'ont pas réussi à continuer parce que moi, j'estimais que j'étais l'initiateur, le fondateur, mais je ne donnais qu'un souffle. Moi, je déteste rester au même endroit puisque je combats les dictateurs qui restent pendant des dizaines d'années dans une même fonction. Au bout de 5 ans, j'ai cédé à des jeunes. La présidence et le bureau a entièrement été changé et ça a vivoté pendant 2 ans. Après, ça a disparu malheureusement. Ok. Durant toutes ces années, vous avez rencontré beaucoup des personnalités ou des personnes françaises ou autres d'ailleurs. Lesquelles ont été celles qui vous ont le plus marqué et inspiré? Franchement, plusieurs personnalités internationales. Celle qui m'a marqué profondément, c'est Nelson Mandela, sans aucune hésitation. J'ai eu la chance de le rencontrer en Tunisie au moment d'un sommet de l'Union africaine et il m'a gardé dans sa suite à l'hôtel pendant 4 heures et demie. C'était extraordinaire, mais c'était aussi le fruit d'une longue patience parce que moi, j'avais pas de rendez-vous avec lui. Personne ne voulait me laisser l'approcher. J'ai loué une chambre à côté de sa suite à l'hôtel Abou Nawas à Tunis et tous les jours, j'étais devant sa chambre, devant sa suite, à quelques mètres, pendant 3 jours. Jusqu'au troisième jour, il me voit, il m'a dit, "What are you doing here, my son?" Je lui dis, "I finally saw me. I thought I was transparent." Et là, il me dit, "I'm sorry, excusez-moi, excusez-moi." Et je me lève, il me prend dans ses bras, je lui dis, "Monsieur, je vous ai défendu, j'ai poursuivi, j'ai connu Oliver Tambo, un tel. Et du 6 septembre, et là, il a eu les larmes aux yeux, il m'a dit, forgive me, my son." Il m'a tenu, il m'a fait rentrer dans sa suite et ça a duré pendant 4 heures et demie. Wow, ça devait être incroyable comme. Extraordinaire. Et aussi, Yasser Arafat, ce fut vraiment très, très intéressant, très émouvant. J'ai rencontré lui à plusieurs reprises, je l'ai interviewé. Il y avait aussi le président du Congo. Honnêtement, la mémoire me fait défaut, celui qui est juste avant que Sassou Nguesso et la France ne le déposent. C'est un professeur, un homme formidable. Lui aussi, c'était marquant. C'était un homme extraordinaire, un vrai, un homme cultivé, et une véritable élite africaine.
J'ai eu aussi la chance de rencontrer d'autres personnalités comme le président américain Bill Clinton, comme des présidents d'autres pays. Il y a une liste très très longue de personnalités. Toutes les personnalités ont été interviewées, de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite également. Je fus la première radio en France dirigée par des Français musulmans ou des Arabes à interviewer Jean-Marie Le Pen. Une interview exclusive chez lui au parc du Montretout. Après, il est venu à Radio Méditerranée. C'était quoi votre impression? Pour moi, c'était très important d'aller voir celui qui dénigre notre communauté et qui l'utilise du matin au soir et pour voir. Et en vérité, c'est juste un cheval de bataille pour lui, pour l'amener à la politique. Il n'en a que faire, honnêtement, ni de nous, ni des Noirs. Il a une obsession incroyable des francs-maçons et de la communauté juive. C'est un homme extrêmement dangereux. Je me souviens très bien des propos. Il m'a dit, si je dis la même chose sur mes véritables ennemis, demain le parti est arrêté et moi je suis en prison, alors que vous, excusez-moi l'expression, ces chiens morts qui ne rendent pas les coups, que vous attaquez du matin au soir, ça ne me fait rien du tout. Et puis vous ne réagissez pas et personne ne va prendre votre défense. C'est choquant comme propos. C'est affreux d'entendre des propos pareils. À côté de cela, il était l'ami personnel de Hassan II, l'ami de Saddam Hussein, pratiquement de tous les dictateurs d'Afrique et du monde arabe. Et c'est quelque chose d'incroyable à expliquer. C'est un personnage assez particulier, on va dire. Une personnalité très, très intéressante, très inspirante, comme Jacques Chirac, que je respecte beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de peine quand il est parti. C'est un homme qui a un amour incroyable pour la culture arabo-musulmane que je n'ai pas trouvé chez certains chefs d'État arabes, pour ne rien vous cacher. J'ai beaucoup aimé et respecté Philippe Séguin, un homme extraordinaire. Encore une dame, très très grande dame. J'ai eu la chance d'être proche d'elle, c'est Simone Veil. Voilà les personnalités politiques qui m'ont inspiré vraiment. Ça, c'était des grands hommes, c'était la grandeur de la France et non pas le misérabilisme politique que nous vivons aujourd'hui depuis Sarkozy, Hollande et compagnie. Pourquoi ils vous inspiraient tous ces personnes? Est-ce qu'ils avaient un trait de caractère en commun? Parce qu'ils avaient une vision, ils avaient une détermination, ils avaient un plan pour leur pays, ils avaient un patriotisme que personne ne pouvait mettre en cause et ils travaillaient réellement pour leur pays. Même si on pouvait le reprocher à côté, c'est des humains. Chacun a ses dépassements, ses erreurs. Mais ils avaient un axe et de cet axe, ils ne sortaient pas. Et cet axe, c'était l'amour de la patrie et le service de la France, c'était de vrais commis de l'État. D'accord. J'avais une question par rapport à tous vos engagements. Comment est-ce que vous faites pour être engagé dans tout ça, en fait, dans l'humanitaire, dans l'activisme, les partis politiques, Meka-Cola? Comment on fait pour être engagé dans tout ça et avoir toujours la tête froide, la tête sur les épaules? Ça demande beaucoup d'énergie quand même. Je pense que ça devient une sorte de trait de caractère, sans le vouloir, puisque ça a commencé depuis l'adolescence. Donc, sans ça, je ne peux plus vivre, honnêtement. Et d'ailleurs, ça me joue des tours. Pour ne rien vous cacher, on m'a approché pour me proposer des postes ministériels en Tunisie. Et des fois, ça n'a pas marché parce que ils se sont rappelés que j'étais un homme qui disait ce qu'il pensait et qui s'en foutait des conséquences. Donc, c'était pas du tout un politicien. Et d'autres, justement, voulaient cet engagement. Mais moi, pour ne pas perdre mon engagement, je n'ai pas accepté de faire partie. Donc, pour moi, je peux pas vivre sans ça. J'ai dédié ma vie à cela. C'est un engagement au quotidien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un prophète qui dit, un proverbe, un hadith, pardon, qui dit, khayrukum khayrukum linnas. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus utile pour les autres. Les humains, pas les musulmans, pas les chrétiens, pour tous les êtres humains. Se mettre au service, quoi de mieux? Il n'y a pas d'autre chose, pour moi en tout cas. D'accord. Est-ce que vous avez besoin parfois
de vous ressourcer spirituellement, ou bien est-ce que vous avez des routines qui font que vous vous tenez? Honnêtement, la routine me mine. Je ne peux pas vivre dans un état routinier, d'où le fait que je voyage autant à mon âge, que je suis tout le temps par monts et par vaux à la découverte de choses. Mais j'ai des pauses spirituelles. Oui, j'ai eu la chance quand j'étais à Dubaï d'avoir plus de temps libre, donc j'ai étudié énormément la religion musulmane. Au début, à ma jeunesse, j'ai eu la chance d'aller en Arabie Saoudite et la chance d'étudier pendant 6 mois à la mosquée de Médine. Et j'avais comme professeur, après la Salat al-Fajr, Cheikh Abou Bakr al-Jazairi. J'ai eu la chance, depuis ma tendre enfance, d'avoir un père de la mosquée Zitouna, qui est un des cheikhs et des enseignants. Et aujourd'hui, en fait, c'est 98 ans. Donc, moi, j'ai toujours baigné dans cette source spirituelle qui m'a donné ma force. Alhamdulillah, Allah m'a donné la possibilité, et je le remercierai jamais assez, de pouvoir faire je sais pas combien de khatma. J'ai fait plus de 30 umrah, j'ai fait 3 hajj. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'ai eu une vie extraordinaire qui n'a pas été donnée au commun des mortels. Donc je dois en être digne. Et je dois remercier Allah par l'action et non pas par juste la parole. Grâce à mes activités, nous avons financé plusieurs associations. Meka-Cola a financé énormément d'actions humanitaires, alhamdoulilah, que ce soit en Palestine et ailleurs, puisque nous, notre engagement à Meka-Cola n'était pas seulement la Palestine, c'était 10% pour la Palestine et 10% pour le pays où on vendait. Pour nous, c'est essentiel. Et autre chose, moi, je crois à l'action. Par exemple, en France, pendant les années où on parlait d'intégration, je prônais l'idée à travers mes radios que l'intégration ne peut se faire que par le savoir et l'économie. Envoyez vos enfants à les écoles jusqu'à ce qu'ils réussissent et faites des projets économiques pour faire partie du tissu économique. Autrement, pour moi, c'est de la foutaise. Il n'y a pas d'intégration si on n'a aucun pouvoir économique dans le pays où nous sommes. Oui. Quels ont été les plus gros challenges dans votre vie? Vraiment gros challenges qui vous ont marqué, qui ont été difficiles à passer? Je sais pas. Franchement, c'est déjà le fait d'avoir immigré. Ce fut un énorme challenge pour moi parce que moi, j'ai débarqué en France, je connaissais personne. Je n'ai jamais voyagé de ma vie. Le premier voyage que je fais, c'est pour immigrer. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Avec la Et ça, famille? non, j'étais tout seul. Ma famille est toujours en Tunisie. Donc, Oui. moi, j'étais vraiment livré à moi-même. Et ce fut un énorme, énorme challenge. Et Dieu merci, je suis sorti. Même s'il y a eu une anecdote extraordinaire, c'est qu'en arrivant en France, et je vais vous faire rire, je ne connais pas la technologie, j'avais jamais utilisé de téléphone de ma vie, et je n'avais pas utilisé non plus un outil de cuisine avant d'être livré à moi-même en tant qu'immigré. Donc, le matin du lendemain de mon arrivée, je veux faire mon petit déjeuner. Il y avait les bouteilles de gaz, les petites bleues, camping gaz. Je l'ai mal fixée. En l'allumant, elle m'explose dans la figure. 1 mois et demi à l'hôpital Saint-Antoine comme accueil en France. On en parle maintenant, mais ça devait pas être marrant sur le coup. Pas du tout. Et pendant 1 mois et demi, après, je sors de là-bas, il faut que je travaille, j'ai pas d'argent. Moi, l'hôpital m'avait donné le prix du taxi pour me raccompagner chez moi, et c'est tout. Donc, moi, étant venu avec 17 dinars tunisiens en poche qui faisaient 170 francs à l'époque, j'étais pas ce qu'on appelle quelqu'un de riche. Donc, Ouais. immédiatement, tous les pansements que j'avais sur le visage et les bras, je cherchais un emploi. Et j'en ai trouvé un à l'EDF avec le marteau et l'enclume pour enlever le tartre sur les tuyaux de la chaudière de Paris. Donc, c'était vraiment des aventures extraordinaires. Les autres challenges furent avec les radios. Honnêtement, avec Radio Méditerranée, il y a eu énormément de challenges avec les dictatures et même avec les autorités françaises parce qu'on les agaçait, on les gênait dans leurs liens avec le Maroc, avec la Tunisie. Et Oui. je n'ai jamais baissé les bras. J'ai été convoqué plusieurs fois par la police, convoqué plusieurs fois par le ministère des Affaires étrangères, mais ils n'ont jamais trouvé une oreille qui les écoute. Oui. Voilà. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez des conseils à donner pour tous les musulmans et d'ailleurs les non-musulmans aussi,
de valeurs qui vous ont permis d'arriver là où vous en êtes? Il y a les valeurs de ma foi qui m'ont été salutaires, honnêtement. Et mon père m'a donné un conseil au moment où je le quittais sur le quai de la Goulette à Tunis. Il m'a dit, mon fils, j'ai été éduqué du mieux que j'ai pu et je ne peux pas refaire ton éducation en 2 minutes devant le bateau. Je te donne un conseil, ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu, qu'il soit chrétien, juif, musulman ou autre. Ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, fuis-le comme la peste. Et cela te sauvera de pièges. Et l'autre chose, c'est de croire en soi-même, de croire en sa volonté, de croire en sa capacité et de ne pas écouter ceux qui essayent de vous dire mais non, c'est difficile. Moi, je n'ai jamais pensé que quelque chose était difficile. Pour moi, l'impossible, réellement, l'impossible n'existe pas. Et la preuve, par A plus B, c'est Meka-Cola. Quand j'ai lancé Meka-Cola, j'étais dans les difficultés financières les plus horribles. J'avais même pas de quoi nourrir mes enfants. Pourquoi? Parce que Radio Méditerranée pompait tout ce que je pouvais avoir en tant que consultant. Tous mes honoraires partaient à la radio et je payais les salaires avant de nourrir mes enfants. J'étais dans de grosses difficultés financières et quand j'ai lancé Meka-Cola, je n'ai pas regardé le budget qu'il fallait ni rien. Et d'ailleurs, j'ai démarré avec un chèque en bois que j'ai donné au directeur de l'usine en lui disant, monsieur, je vends et je vous dis quand déposer le chèque si vous me faites confiance. On démarre, si vous ne me faites pas confiance, on arrête là. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a serré la main, il m'a dit on va la faire à l'arabe, ça veut dire à la parole. Et il m'a serré la main. 3 jours après, je l'appelle pour lui dire déposer le chèque et fabriquer 10 camions, pas 5. Donc, quand on veut faire quelque chose, on n'écoute que soi, on n'écoute que sa volonté et son cœur. Très belle parole. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, des projets encore plus ambitieux? Plusieurs projets. Je sais pas si je peux vous parler de au moins un. Nous lançons une carte de paiement qui s'appelle Mekacash. Get some cash with Mekacash. Une carte en fait toujours dans la même philosophie. Pourquoi donner aux autres ce qu'on peut avoir pour soi et pourquoi dépendre surtout des autres. Donner aux autres, on donne tous les jours, mais pourquoi dépendre des autres? Eh bien, il y en a marre, par exemple, des services de transfert de fonds américains où vous êtes contrôlé à la fois par le FBI et la CIA pour votre propre argent que vous envoyez à votre famille, alors que en achetant une carte Mekacash, vous envoyez la carte à votre maman au Bangladesh ou à Dakar ou à Tunis, vous lui donnez le code. Tous les mois, en ligne, vous approvisionnez la carte du montant que vous voulez envoyer. Vous gagnez, vous ne payez pas les 20% que vous pompent les sociétés de transfert de fonds. Et 2, elle a la instantanément. 3, il y a un élément de sécurité. On a remarqué que dans plusieurs pays, à côté des bureaux de ces sociétés de fonds, il y a des voyous qui attendent les petites mémés et qui lui piquent l'argent que l'enfant envoie ou que le neveu envoie. Donc, avec la carte, elle peut aller à n'importe quel DAB et retirer l'argent. Donc, voilà un des projets que nous lançons. C'est une carte prépayée, Mastercard, Visa Card. D'accord. Ok. Voilà. On a aussi autre projet, et là, j'arrête pour les confidences. Il s'appelle Mercel, l'envoyé. Et c'est le pendant de WhatsApp. Pourquoi? Parce que WhatsApp, pour nous, est contrôlé par le groupe de Mark Zuckerberg et les États-Unis. Et nous allons Mercel. Nous sommes en train de le faire. C'est pas nous allons. Nous sommes nous avons fini. Et il pourra être utilisé dans les pays du Golfe en tant qu'appel vocal et vidéo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart des logiciels de chat. Donc, nous avons trouvé la solution. Et le plus beau, c'est que nous n'avons pas utilisé de logiciel open source. Nous avons développé de A jusqu'à Z l'application Mercel. Ce qui fait qu'on ne dépend d'aucune société qui a des open source, ni d'aucun pays. D'accord. J'ai oublié de poser par rapport à Meka-Cola. On a le bio qui arrive de plus en plus. Je ne sais pas si ça arrive dans les pays dans lesquels vous êtes actifs. De toutes les façons, on est obligé de diversifier les produits. Parce que, terme, d'ici 10-15 ans, le cola et toutes les boissons gazeuses vont disparaître parce qu'elles ne sont pas saines. Moi, je le dis, je n'ai rien à craindre.
Euh, nous sommes en train de développer d'autres produits. Nous avons travaillé sur un remplaçant naturel du sucre avec l'université en Malaisie. Nous avons des solutions. Nous nous préparons à l'après-cola. Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord, ok, super. Avant de terminer, est-ce que vous avez un livre à conseiller qui vous a marqué? Avant le livre, si vous me le permettez, Mhm, c'est que Meca-Cola, aujourd'hui, c'est quand même le concept de Meca-Cola est une marque enseignée dans plusieurs business schools à travers la planète, comme Harvard, comme Institut Empresa en Espagne, comme Ponts et Chaussées en France, en Géorgie, dans plus de 30 pays, comme mhm. ce qu'on appelle cause marketing. C'est le marketing de cause. Nous avons choisi une cause et nous avons créé un marketing autour de cette cause. Et je Oui, suis le fondateur de cette cause de marketing. Et intéressant. aujourd'hui, je fais le planète à donner des cours dans des écoles de business school où moi-même, je suis totalement ignorant de ce que c'est, mais je donne des cours, vraiment des présentations. D'ailleurs, je vous ai envoyé la présentation qui a été faite à Ponts et Chaussées en France. Oui. Et ça se fait à travers. Nous sommes dans plusieurs livres de marketing Mhm. aux États-Unis et ailleurs. Et donc, Meca-Cola aujourd'hui est une référence d'une nouvelle forme de marketing. Et rien que ça, pour moi, pour quelqu'un qui part d'une petite ville qui s'appelle Kala-Kébéra en Tunisie et qui réussit par la simple force des idées, sans un centime, à imposer un nouveau concept, je remercie Allah. Tout est possible. Il suffit d'y croire. Et c'est pas une question d'argent. J'avais pas un sou. Je vous ai dit, j'avais pas de quoi nourrir mes enfants. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui Mhm. qui craint Dieu, il lui trouve un moyen et il lui donne du rizq de là où il ne s'attend pas. Écoutez, c'est un très beau verset. Merci Euh, beaucoup. Le livre, le livre. simple, j'ai deux livres. Mhm. Un livre que mon père m'a offert quand j'avais 12 ans et je pense qu'il a dessiné mon profil psychologique et ma vie future. Ça s'appelle Les visages du courage. C'est à propos des autodidactes. Et il y avait dedans 12 autodidactes, dont Abraham Lincoln et d'autres. Mhm. Et la force de l'ambition. Le deuxième livre, c'est le recueil de poésie du prince des poètes arabes, Al-Mutanabbi. Et lui, c'est le roi de l'ambition positive. Et Mhm. franchement, ça a marqué ma vie. C'est ce qui explique le chemin que j'ai tracé jusqu'à maintenant. Super. Je suis sûr que ça va être bénéfique pour pas mal de monde. Un parcours aussi passionnant et varié que le vôtre. Et je vous remercie beaucoup. Barakallahu Et fik. beaucoup. Jazakallah khair. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.